Alors, donc nous nous retrouvons ce soir avec Anthony qui vient en fait à la maison pour parler de son expérience sur le burn-out. Donc merci Anthony d'être présent. Merci à vous. Si ça peut aider des personnes, eh bien c'est tout à votre honneur. Oui. Donc là en fait je vais vous laisser vous présenter brièvement et Mhm. puis par la suite voilà peut-être nous expliquer ce qui s'est passé, comment tout a commencé. Très bien. Donc moi c'est Anthony, 32 ans et de profession chargé d'affaires dans les travaux publics et aménagement extérieur. C'est un parcours atypique pour moi parce que ce n'est pas du tout le sujet premier de mes études. À la base, je suis designer graphique et je suis tombé amoureux de ce métier-là et donc je m'étais lancé dans cette voie-là assez jeune, à l'âge de 25 ans. D'accord. En étant cadre, en étant dans le statut cadre par opportunité. Mhm. Voilà. Et donc j'ai aimé ce métier tout de suite. C'était la partie technique, la partie responsabilité civile, la partie managériale, la partie gestion économique, sociale. Et donc voilà, ça fait beaucoup de casquettes à avoir, mais c'est très intéressant, on s'ennuie jamais Mm. avec ce métier. Ok. Voilà. D'accord, très bien. Donc du coup, beaucoup de responsabilités, Oui, beaucoup de pression, j'imagine, avec tout bah ça, forcément, oui. forcément. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez commencé à vous sentir un petit peu submergé? Est-ce que... Eh bien, j'ai commencé à me sentir submergé. Donc déjà, on ne s'en rend pas compte tout seul, ça c'est sûr. Euh, je l'ai senti, c'est surtout par rapport à mes proches, notamment ma compagne, mon ex-compagne à l'époque, qui me tiraient un peu la sonnette d'alarme. Mais quand on est la tête dans le guidon, comme on dit, et qu'on veut faire les choses bien, toujours, tous les jours, eh bien, on continue de tirer sur la corde, parce que tant qu'on ne sent pas qu'on est à bout de souffle, eh ben, on tend toujours un petit peu plus. Et donc on se rajoute des charges de travail, charges mentales, charges physiques. Et donc, arrivé un moment, on atteint nos limites et on les dépasse. Et une fois qu'on les dépasse, eh ben, c'est trop tard. Voilà. Hmm. Et donc, voilà. Et on est tout, très souvent, je pense toujours même, on est toujours face à son propre déni. Ouais. Et, euh, et donc, encore une fois, il est trop tard quand on en s'en aperçoit, pardon. Et puis après, ça engendre dans notre tête beaucoup de doutes, Mhm. on se sent perdu. Ouais. Et voilà, on perd la tête, on perd pied, et on se demande quoi faire. Ouais. Notamment. Ouais. Ah oui, et du coup, en fait, est-ce que vous avez eu des symptômes qui vous ont alerté, ou alors même pendant le déni, est-ce que les personnes vous disaient ah bah t'es fatigué, ou le fait de mal dormir, ou Ouais. des choses comme ça? C'est Est-ce que... exactement ça. Nous, on n'accuse pas le coup tout de suite, mais les personnes, voilà, surtout ma compagne, mon ex-compagne, me disaient voilà, t'es fatigué, la mémoire, tu la perds, l'irritabilité aussi, ça passe par là, le silence, ça je crois aussi, c'est moi qui suis normalement une personne très joyeuse de base et très communicative, Mhm. là on se mure dans un silence. Et en fait, ils nous disent que la personnalité en fait n'est plus du tout la même. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut dire vraiment psychologiquement que on est dedans, on est dans le dur. Mhm. Et voilà, quand on ne se reconnaît plus, Ouais. en tout cas quand les proches ne reconnaissent plus, je pense que là on peut se dire qu'on est vraiment dans le mal. Mhm. Voilà. Et au-delà de l'aspect psychique, on va dire, c'est aussi physique. C'est passé par l'état physique où je me suis laissé aller. Je mangeais très mal ou je ne faisais plus du tout attention à ça. Donc le sommeil, un manque de sommeil, mais on le sait, ça tue une personne, hein, ça tue un Mhm. humain. Et donc voilà, il y a tous les symptômes possibles et inimaginables qui s'installent. Euh, ça fait ça fait ressortir un peu peut-être des traumas ou des blessures de quand on était plus jeune ou dans notre expérience. Et donc voilà, l'anxiété s'installe. Mhm. Ça c'est quelque chose de très nouveau, l'anxiété et la panique. Ouais. Et surtout, moi qui étais de nature à être opportuniste, bon, on va dire être un peu insouciant, voilà, on est toujours Mhm. jeune cadre dynamique, c'est la fameuse expression. On continue, mais là, d'être paniqué, d'être anxieux de n'importe quoi, de stresser, de mal gérer le stress,
Pareil, ça fait partie des choses qui changent de notre personnalité et que là, on peut se dire que, en fait, on est dans cette période mauvaise. Euh, Il y a aussi la gestion des émotions, si je peux parler de ça, la gestion des émotions aussi. Euh, Quand on fait face, surtout moi dans mon métier, il faut toujours garder la tête froide et être très réactif quand toutes les possibilités se dessinent. Enfin voilà, des problèmes, il faut pouvoir les gérer. Et bien là, on ne peut plus gérer ses propres problèmes. Et du coup, pareil, on ne fait rien, on devient inactif. Et du coup, c'est un cercle vicieux parce que beaucoup de choses se cumulent de tout ce que vous avez déjà cumulé. Et là, pareil, hein, quand on a tout ce poids sur les épaules, on ne peut pas remonter en fait, c'est pas possible. On regarde en fait juste la tête, on lève la tête, mais on se dit mais c'est insurmontable. Donc voilà. Là, Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, vous étiez toujours en poste à ce oui, moment-là. oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, bah, je vais chez le médecin, je me mets en arrêt, ou est-ce que c'est votre compagne de l'époque, ou vos amis, ou qui vous l'ont dit? C'est mon corps qui m'a dit non. Ok. C'est mon corps, un matin, donc une nouvelle semaine commençait. Et donc enfin, ma tâche première en début de semaine, c'était de briefer toutes les équipes que j'avais sous la main. Donc j'avais à peu près une quinzaine, vingtaine de personnes. Et on va dire 2 heures se sont passées. Et mes 2 assistantes sont arrivées dans le bureau. Et en fait, elles m'ont vu que j'étais tout blanc, enfin voilà, que j'étais pas très bien. Je regardais un peu, j'avais le regard vide en tout cas. Et là, j'ai senti mon cœur s'emballer, palpitation, sans vouloir s'arrêter, sans vouloir décroître. Un malaise s'est installé, vraiment, voilà. Et je me suis dit, je me sens pas bien, il faut que je rentre, il faut que je rentre. Et j'ai pris ma voiture, et entre mon bureau et mon domicile, il y avait à peu près 2 kilomètres, on va dire. Et à mi-chemin, au milieu d'une forêt domaniale, je me suis arrêté sur une aire de camping-car qu'il y avait. Je ne pouvais pas continuer. Et mon cœur était vraiment en pulsation incroyable. Et en fait, je me suis vraiment vu mourir sur l'instant T. Je suis tombé à genoux. En fait, j'ai eu un réflexe de prendre le téléphone. J'ai appelé mon ex-compagne. J'ai dit, viens me chercher. En fait, là, je vais littéralement mourir parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression que je fais une crise cardiaque. Enfin, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Je me suis vu mourir. Et en fait, il s'est passé. Elle était cadre dans la fonction publique, donc elle a pu se détacher. Et elle a pu venir me chercher. Et en fait, tout ça, c'est elle qui me l'a raconté. Maintenant, ma mémoire le retrace. Et ça, j'avais complètement occulté. À partir du moment que j'ai passé ce coup de fil, et juste à temps que je me retrouve chez moi, il s'est passé 6 heures en tout. Et j'étais incapable de me rappeler de tout ce qui s'était passé en 6 heures. Et en fait, je sais que, arrivé à l'hôpital, ils m'ont fait des examens, etc. Alors, vu que j'étais dans une obésité, tout de suite, pour moi, j'ai fait un traumatisme de ça, de me dire c'est mon cœur, je suis fatigué, etc. Et en fait, pas du tout. Mon cœur, je suis un ancien bon sportif. Mon cœur allait très très bien. Et c'est même une cardiologue très réputée à Tours qui m'a dit mais votre cœur il est en diapason parfait. C'est juste dans votre tête en fait. Vous êtes surmené. Il faut arrêter la machine. Et, en fait, ça m'a même pas fait de déclic. Ça m'a juste dit bon bah d'accord, je vais me prendre du repos. Et voilà. Et là en fait, non. Là on était dans le creux de la vague. Et j'ai dit pour l'instant, stop pour le travail. On va essayer de se remettre de tout ça. Je l'ai vraiment pris comme un repos, juste compensateur au départ. Oui. Et en fait, non. Non, quand vous êtes chez vous, il peut y avoir votre compagne, on avait pris un petit chien à l'époque, etc. Vos amis, la famille. On est livide, on ne sait pas ce qui se passe. Tous les jours, on a des symptômes de fatigue, le cœur qui s'emballe, le stress qui monte. Donc, il y a tout. Il y a les vertiges, il y a les crampes, il y a les douleurs intercostales, il y a même la tête, les cervicales qui se crispent, physiquement. Et on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Et malheureusement, vu qu'on ne se remet pas en question dans notre tête et ni dans l'émotion qu'on ne peut pas gérer, on se dit il y a un problème physiologique, impérativement. Mais en fait, non. C'est juste des conséquences de ce qui se passe. Donc voilà, c'est les signes vraiment que j'ai eu les plus probants. La perte de mémoire aussi, le sommeil après. Mais tout ça, ça s'installe que après. D'accord. C'est pas encore le plus dur, on va dire. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été le plus dur. En enchaînant un peu, les symptômes vraiment...
Oui, les symptômes les plus difficiles ont été après, post-dépression, enfin, je ne sais pas si on peut dire post-dépression, mais post-déclencheur en tout cas. Parce qu'après, il faut vivre avec ça. Et ça, c'est compliqué. L'anxiété nous change complètement. Toutes les peurs, en fait, toutes les peurs inimaginables s'installent. Ça, c'est très compliqué. On a même la peur d'avoir peur. Enfin, ça, c'est juste fou. Donc, en fait, on se bloque, on se crispe de tout ce qu'on peut faire, de toute la vie sociale qu'on peut avoir, même le sommeil, de manger, la digestion, n'importe quel élément, de conduire, aller au cinéma, être bloqué sur une autoroute, etc. Vous avez toutes les peurs qui s'installent. C'est vraiment la peur de mourir, en fait. Une peur, normalement, c'est ça. C'est synonyme qu'on a un petit élément déclencheur dans la tête qui fait qu'on va mourir. Ça, c'est ça, une peur. Mais on a peur d'avoir peur. Ça a été vraiment, c'est vraiment, parce que ça peut toujours l'être encore un peu, quelquefois, on va dire. Oui. C'est quand même là. Il y a toujours, on se met des limites, on se connaît, on a toujours des limites qu'on n'a pas franchies, et c'est toujours probant aujourd'hui. Oui. Donc ça a été ça. Ça a été le sommeil. Donc pareil, encore le cercle vicieux. On a peur quand on dort, mais en fait, le fait de ne pas dormir, on a encore un peu plus peur. Et le sommeil nous tue. Donc si on n'en a pas, donc voilà, c'était quasiment pendant un an, j'ai dû dormir 2 heures par nuit pendant un an. D'accord. Ouais. J'allais toujours au travail, je me levais toujours le matin, le soir je faisais des horaires de fou la journée, mais je ne dormais que 2 heures par nuit. Ah oui, donc ça, c'était après l'incident. Donc, Non, ça a été c'était avant. avant Oui, ça. ça a été avant, pendant 10 mois, on va dire. Et après l'incident, 2 mois. D'accord, oui, Ouais. oui, 2 heures par nuit, c'est... Ouais. Ah oui, vraiment, je vous assure que c'était 2 heures. Et je sais que c'était 2 heures parce que je le voyais, moi, sur l'horloge, donc Oui. je sais même pas si je dormais vraiment 2 heures. Mais bon. Et en fait, au milieu de la nuit, vers 2-3 heures du matin, vraiment le corps s'endort tout seul parce qu'il est vraiment à bout et on se réveille à 6 heures parce que le matin il faut tout taquer. Voilà. Ça a été très compliqué. Très très compliqué aussi. La perte de mémoire. Alors, ça aussi, incroyable que ça puisse être. Je suis normalement de nature une personne qui a une très très bonne mémoire. Et là, une perte, mais vraiment quasiment immédiate. C'est-à-dire, c'est passé par. Je promenais mon petit chien en bas de chez moi, je remontais, je m'installais sur le canapé, et ma compagne me regardait, mais elle est où la chienne en fait? Ah oui, bah, je l'ai oublié en fait, en bas, j'ai oublié en bas. Voilà. C'est passé par ces étapes-là. D'oublier que j'avais vu des gens 2 jours avant, je m'étais même déplacé, on avait passé un week-end, enfin voilà, quelque part, j'avais même oublié qu'on y avait été, je ne savais même plus des fois ce que je mangeais, enfin vraiment, c'était. On passait par toutes les étapes de perte de mémoire, de toute façon, c'est sûr. Ça, et puis bah, le physiologique, ouais, c'est le cœur. Sujet très délicat, le cœur. De tout faire pour ne pas que le cœur s'emballe. Donc, Oui, en fait, ça vous a traumatisé, cette histoire, ce Ah ouais. passage. Parce que ça a réveillé une vieille blessure à moi. Je ne savais pas que donc mon père avait fait des infarctus quand il avait 35 ans. Mais lui, c'est parce que il a enfin, son corps qui est comme ça, son métabolisme il est comme ça, il a été sujet à ça, il fabriquait du cholestérol, c'était un fumeur, etc. Et il faisait des infarctus à 35 ans. Et moi, ça m'est arrivé à l'âge de 29 ans. Donc inconsciemment, j'ai voulu reproduire dans ma tête ce schéma, j'ai eu la peur de reproduire ce schéma, etc. Et ça m'a traumatisé de ça. Le cœur, c'est vraiment un sujet sensible pour moi, c'était ça. Voilà. Donc on évite tous les excitants. Oui, bah oui, forcément. Café, etc. Ouais. Même ne pas trop manger le midi, pour pas que pendant la digestion, vous sentiez votre cœur qui s'accélère. Oui. Le soleil, le froid, toutes les situations à risque que je jugeais à risque pour ça. Non, on se reconnaît plus du tout. Et on arrête de vivre, hein. Vraiment, vous êtes bloqué, vous êtes sur vous-même. Voilà. Et donc là, vous étiez en arrêt à ce moment-là. Oui, post, on va dire du petit contexte là qui m'était arrivé. J'ai été en arrêt 2 mois. D'accord. En arrêt 2 mois. 2 mois pourquoi? Parce que j'ai voulu reprendre le travail. Oui, je vais dire ça. Ouais. Pour moi, il fallait pas que je me repose. Il fallait que je reprenne le travail. Parce que il y a eu des événements à côté, parce que ça ne vient jamais seul, évidemment. Mais donc j'avais le contexte du travail. Ça a été ça, mon gros problème, ce qui a mené à mon surmenage, ça a été le travail.
donc gérer une entreprise que je ne devais pas gérer. Et ensuite, donc, eh ben, on faisait construire une maison avec mon ex-compagne. Donc pareil, j'assumais le rôle de maître d'œuvre, et tout, parce que c'est comme ça, j'ai des compétences pour. Ouais. Et donc vous rajoutez quand même du poids là-dessus. Une maison, c'est quand même pas rien. Et, et puis, donc voilà, tout ça, ça a été surmené. Donc j'ai été obligé d'arrêter mon travail, donc plus de travail. Ça se passait du coup mal dans mon ménage. Donc mon ex-compagne est partie parce qu'une personne très hypersensible absorbait vraiment tout le mauvais. Et donc elle avait des antécédents et pour le bien-être d'elle et pour même sa propre survie, il fallait qu'elle parte. Donc je me suis retrouvé seul, on va dire. Et puis il a fallu arrêter la maison, donc déception aussi pour ça. Donc c'était beaucoup de choses. Et on se retrouve tout seul en fait, parce que de natif ici d'où on est à La Flèche, je suis parti à Tours, donc mes amis n'étaient pas là, proches, ni ma famille, donc on se retrouve vraiment seul là-bas. Donc il faut affronter tout ça tout seul. Et donc oui, pendant 2 mois j'étais en stand-by et je me suis dit la seule solution pour que je garde pied, c'est de reprendre le travail. Et qui a été une bonne idée, en vrai. D'accord. Oui, bonne idée parce que, mon nouveau patron de la nouvelle entreprise, j'ai fait mon entretien en étant stressé, anxieux, je transpirais de partout, j'étais dans un état incroyable. Et il a décelé humainement que donc j'avais les compétences pour le poste, il n'y avait aucun problème, mais que j'avais un mal-être. Et il l'avait décelé tout de suite. D'accord. Et il m'a dit, je vous embauche à condition que vous fassiez les choses pour vous soigner. J'ai dit d'accord, ok, très bien. Il m'a dit, quitte à ce que je vous paye 1 ou 2 séances du spécialiste que vous choisissez, je veux que vous démarriez dans les très bonnes conditions. Alors, je remercierai jamais assez cette personne. Voilà. Je souhaite à tout le monde d'avoir un patron comme ça, très humain, très axé sur l'humanité et le bien-être de ses employés. Ça, c'est incroyable. Donc, en termes de spécialiste, j'ai commencé par une psychologue que j'ai vue 2 fois. Donc, j'ai commencé par une psychologue que j'ai vue 2 fois et pas de résultat probant en vrai. En tout cas, pas sensible pour moi. Voilà, ça n'a pas marché. Parce que j'étais encore dans le déni, parce que mon mental se mettait à fond. Enfin, quand c'est comme ça, on ne veut pas y croire, on ne veut pas s'en sortir plus que ça. Et que je sentais de toute façon que tant que je ne retrouvais pas le sommeil, parce que je suis toujours dans cette période que je ne dors pas, je sentais que j'étais au pied du mur, de toute façon. Et une idée m'est venue de rencontrer un sophrologue. Donc un spécialiste pour le souffle, à la base, c'est ça. Et donc je suis arrivé dans le cabinet et il m'a dit, vous savez pourquoi vous êtes là? Je dis oui. Je dis, j'ai vu sur internet que vous pouviez aider des gens à dormir, trouver une respiration et une méthode pour dormir. Et donc il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc il m'a installé sur la table, il m'a fait faire un exercice ou deux, et en 8 minutes j'ai dormi. Et il m'a laissé dormir 2h30 sur la table. D'accord. Voilà, en pleine journée, il était 15h je crois, un truc comme ça. Et incroyable. Je me suis réveillé, j'ai réitéré l'exercice le soir, et j'ai dormi une nuit complète. J'ai dû dormir 11 heures d'affilée, je crois. Truc que je ne fais jamais d'habitude, et puis encore moins dans cette période. Donc il m'a littéralement sauvé la vie. Sauver la vie en fait, tout simplement, c'est ça. Retrouver le sommeil, on sauve la vie d'une personne, ça c'est sûr. Et ça a été l'élément déclencheur du bien-être à retrouver par là, quoi. Donc voilà, ça c'était vraiment une très très belle expérience. Et donc après, on reprend goût à la vie. Donc l'alimentation, on a envie de la reprendre, on a envie de bouger, on a envie d'être joyeux, on a envie de... Et ça, c'est une pente montante après qu'il faut saisir, mais qu'il ne faut pas prendre pour acquis. Et ça, je l'ai appris à mes dépens, je l'ai appris à mes dépens tout de suite après, parce que vous avez forcément vos phases descendantes et vos phases montantes, comme on dit. Et donc, ça a été compliqué à vivre aussi, parce que vous allez bien pendant 4-5 jours, et après vous allez mal pendant 3 jours. Et en fait, ça vous effondre, et ça vous remet
à zéro de où vous étiez avant. Donc oui, et l'ascenseur émotionnel, dans le doute, voilà, qui nous remet à zéro à chaque fois quand on part d'une très bonne période d'une semaine et qu'en 2 jours, ça peut tout balayer, tous vos efforts. Mais il faut apprendre à l'accepter. Ça pareil, on ne le sait pas, on peut pas le savoir dès le début. Même, même tout dans la continuité en fait. Tant que personne ne vous le dit, vous ne le savez pas, et donc vous êtes toujours dans le doute. Vous êtes toujours dans une boucle pour vous, et en fait on a l'impression de vraiment jamais s'en sortir. Euh, alors que non, en fait, c'est pas du tout ça. Chaque période qui va bien, c'est c'est une toute petite victoire, on va dire, sur l'ascension émotionnelle, qui fait que on va mieux après, normalement. Et donc voilà, ça a été surtout ouais, le doute s'installe et d'être perdu, ça a été aussi très très gros comme symptôme. D'accord. Et du coup, en gros, entre le moment où vraiment vous avez commencé les 2 mois où vous avez été en arrêt et le moment où vous avez commencé à redormir justement Oui. et à avoir ces hauts et ces bas après, c'est passé combien de temps à peu près? Euh, on va dire à peu près, je dirais, 3 mois, un trimestre. D'accord. Ouais, Ok. D'accord. 3 mois. Pourquoi 3 mois? Je saurais l'expliquer là maintenant en y réfléchissant. C'est que pendant 5 ans auparavant, je n'avais jamais pris de vacances. J'ai pris des vacances, on va dire faussement, avec Ouais. mon ex-compagne, et pendant qu'elle faisait la sieste, enfin voilà, ou qu'elle se reposait, ou qu'elle lisait un bouquin, des choses comme ça, je travaillais, D'accord. voilà, un peu en cachette. Ouais. Parce que j'étais toujours dans le stress, on est toujours dans la démarche de gérer l'entreprise ou de ses responsabilités, peu importe où on travaille, ça, Mm, c'est pas... mm, Mais on travaille tout le temps. Et c'est quand j'ai eu mes premières vacances que vraiment là, je n'avais plus rien sur mes épaules. Je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc c'est maintenant qu'il faut se recentrer sur soi et il faut aller de l'avant en fait. mm. Mais le problème, c'est que en fait, on est toujours dans la phase du doute et de l'anxiété, etc. Donc en Ouais. fait, on ne peut pas vivre ce qu'on voudrait vivre. Partir en vacances, c'était inimaginable pour moi de faire plus d'1 heure de route de chez moi, ou 2 heures et demie même. Enfin, Ah oui. parce que Tours, la Flèche, on en a pour 1 heure et Oui. demie, voilà. Mm, mm. C'était le grand maximum pour moi. D'accord. Ouais. Et juste parce que je savais que j'allais au domicile de mes parents, voilà. Je quittais une zone de confort qui était mon appartement, ma zone de confort absolue dans l'immédiat, et dans une autre zone de confort chez mes parents. Et voilà. Mais sinon, je ne faisais aucun autre trajet, vraiment gros trajet. Mm. Dans mon métier, il fallait que je bouge à travers tout le département pour aller voir des chantiers, des clients, Oui. etc. Pour Mais le même travail. pour le Ouais. travail, dans le cadre du travail. Mm, Mais même ça, il fallait se forcer. Voilà, c'était même des fois compliqué quand je prenais l'autoroute, etc. Mais on a cette notion on quitte notre zone de confort pour vivre quelque chose, pour vivre notre vie, mais on est biaisé encore par toutes mm. ces Mm, peurs mm. et ces angoisses. Et ça, c'est compliqué parce que ça nous crispe, on ne fait plus rien. Et du coup, ça ne contribue plus à notre bien-être. Mm. Euh, et donc, le doute s'installe encore, et les peurs, etc. Oui. Et voilà. Et en fait, les vacances se passent, et en fait, vous vous dites, en fait, j'ai rien fait de mes vacances. Je me suis pas reposé, je vais reprendre le travail. Oui. Donc, là, vous D'accord. retournez encore dans un cycle. Eh oui. Mais c'est mieux, les conditions n'ont rien à voir de avant. Mais votre mental se dit que ça va être la même chose. Mm. Et donc voilà, vous êtes toujours, enfin, dans votre esprit, vous êtes encore dans une mauvaise passe pour vous. Et même si ça va très bien se passer sur une semaine, maintenant les écarts se font encore un peu plus après les vacances, on va dire. C'est peut-être 2 semaines qui se passent très bien, mais après vous allez encore avoir 3 jours où est-ce que ça va mal se passer et vous revenez à zéro. Et c'est comme ça que c'est un cycle éternel Oui. en fait. Tant qu'on tant qu'on n'arrive pas à trouver la racine des problèmes. Et l'expression qui dit mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Ouais. Et ça, c'est une phrase qui, pour toutes les personnes qui sont dans une dépression ou qui font un burn-out, ça, c'est vraiment la phrase clé pour s'en sortir pour nous, je pense, Mm, mm. sans prétention. Savoir expliquer ce qui nous arrive, pourquoi ça nous arrive,
Et pas comment le régler, ça Oui. c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais c'est un gros travail de longue haleine, je pense, vraiment. Mais c'est tout simplement, il faut mettre des mots sur ce qui se passe. Et le moindre mot, la moindre phrase peut créer un déclic chez nous, même nous aider à affronter même une situation plus bête qu'elle ne soit, peu importe, mais voilà, qu'on soit assis au restaurant, qu'on soit entouré de gens, etc. Juste de se dire quelque chose de positif ou quelque chose qui peut nous réconforter ou qui peut nous faire changer, enfin qui peut nous couper le mental et aller sur une bonne idée positive, etc. Des fois, ça peut juste nous aider à, à relativiser et à affronter une belle situation, quoi. Oui. Ça, c'est important. Et justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place personnellement, je ne sais pas, des cahiers d'écriture ou des thérapies autres que la sophrologie par la suite pour vous aider à ne pas trop Ouais. redescendre et remonter, essayer de rester plus... Euh, j'ai, on va dire bien trop tardivement, mais c'est encore une fois, il faut expérimenter, toutes les personnes doivent expérimenter. Si une méthode fonctionne pour quelqu'un ou avec un praticien, ça ne veut pas dire qu'elle va fonctionner pour le voisin. Donc ça encore pareil, il faut que ces personnes acceptent ça. Ouais. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Il faut expérimenter, il faut discuter avec des gens. Du coup, bah, moi, c'est ce que j'ai fait. Je n'aime pas lire à la base, malheureusement, c'est un défaut, mais je n'aime pas lire. Prendre des bouquins, des PDF ou des choses comme ça, j'y arrive pas. De toute façon, je ne suis pas assez concentré pour. Donc, moi, discuter avec des gens, discuter avec le cœur et de voir des gens, voilà, il y a un échange, ça aide. Et donc, du coup, en fait, j'ai déjà discuté avec des personnes qui traversaient ou qui ont traversé des dépressions. Ça m'a beaucoup aidé. En acceptant encore une fois que leur méthode ou la nôtre ne sont des fois pas les mêmes, mais peu importe. Et ensuite, j'ai compris, tardivement encore une fois, mais j'ai compris que la seule force qui pouvait nous aider à vaincre ça, c'est au fond de nous-mêmes. Donc il faut passer par le développement personnel. Le développement personnel, c'est un peu la mode, on va dire, mais c'est tellement essentiel pour chacun. Développement personnel, en fait, ça veut dire quoi? C'est se recentrer sur soi-même, apprendre à se connaître ou se reconnaître. Je prends comme ça vraiment déconstruire peut-être des mauvaises habitudes qu'on avait ou des pensées limitantes, des mauvais schémas traumatiques ou des choses comme ça sont intervenus dans notre passé, qui nous ont un peu définis aujourd'hui, mais qui ne sont plus de rigueur en fait. Notre corps, notre esprit, notre cœur, si on fait une dépression, arrive un moment, ça veut dire stop. Donc ça veut dire stop de ce qui s'est passé avant. Et donc ça, il faut le remettre en question. Il faut accepter qu'il faut le remettre en question et qu'il faut passer à autre chose. Et voilà, et je pense vraiment d'être dans cette démarche positive, de vouloir évoluer pardon, et de donner la meilleure version de nous-mêmes, à nous-mêmes et aux autres. Ça vraiment, c'est la clé de tout. Et ça passe par s'écouter. Qu'est-ce qu'on aime faire? En fait, il faut vibrer, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on aime dire, qu'est-ce qu'on aime lire, qu'est-ce qu'on aime jouer. Et ben, en fait, il faut le faire, il faut accepter ça, et puis il faut le faire, il faut prioriser ça. Et à partir du moment qu'on est dans la suradaptation de la personne à côté, d'en face avec son comportement, ses paroles, ou même carrément même tout un groupement, une société ou une communauté dans laquelle on est, et que ça ne nous correspond pas ou que ça ne nous correspond plus, il faut l'accepter. Et il faut se dire comment ça se passe autre part, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, en fait, tout simplement. Et voilà, et déjà, ça, je pense que c'est une première étape, d'être centré sur nous-mêmes et d'être OK avec ce qu'on est et ce qu'on peut faire. S'accepter finalement. S'accepter, complètement. Comme on est, tout en étant ouvert aux autres et tout ce que les personnes peuvent vous apporter. Oui. Comme nous, on peut apporter quelque chose aussi à d'autres personnes. Chacun. De toute façon, c'est un échange. La vie, c'est comme ça, c'est un échange. Il n'y a pas un ordre hiérarchique ou quoi. On parle vraiment d'humain à autre humain. Il n'y a pas de problème avec ça. Et ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, après, une fois qu'on a fait celle-ci, je pense la deuxième étape, c'est qui n'est jamais acquise encore une fois, mais c'est peut-être de vouloir évoluer. Et évoluer, ça veut dire quoi? C'est aller vers des choses qu'on ne connaît pas, sortir de sa zone de confort. Et ça, encore une fois, l'anxiété se charge bien de couper ça.
Charge de bien de couper ça. Et donc, évoluer, pour moi, c'est... euh, on fait un état, on constate ce qui est notre vie et qu'est-ce qui pose problème. Si on arrive à le faire, c'est très bien. Encore une fois, ça, c'est pas une science exacte, mais en tout cas, je parle à titre personnel. Et maintenant, ce qui est très dur et ce que je vis aujourd'hui, je suis toujours dans l'indécision, mais c'est comme ça. C'est qu'est-ce qu'on veut de mieux pour nous, qu'est-ce qu'on veut vivre, la vie qu'on veut mener en fait, comment on fait pour y aller, pour y arriver, quels moyens on se donne, financiers, humains, etc. Et donc il y a la petite phrase qui dit bien, si on veut des choses nouvelles, il faut faire des choses nouvelles. Mm. Et donc ça veut dire qu'il faut faire des trucs qu'on n'a jamais fait. Voilà. Oui. Et ça règle l'inconnu chez nous. Mm, Et encore une fois, il faut expérimenter, il faut se documenter, il faut échanger avec les gens, peu importe la méthode, mais il faut, voilà, c'est bien d'avoir une vie sociale ou de se créer une vie sociale qui gravite autour de ça et qui gravite autour de la nouvelle vie qu'on veut vivre. Et forcément, le positif attire le positif. On ne rencontre pas les gens par hasard, on ne vit pas des situations par hasard. Rien n'arrive par hasard. mm. Et ça, il faut l'accepter. Et ça aussi, l'acceptation, c'est encore un gros travail là-dessus. La remise en question. Et donc, voilà, après, il faut faire le travail et il faut y aller, en fait. Dès qu'on peut, il faut y aller. Il faut saisir les opportunités qui se dessinent à nous. Et normalement, c'est que du mieux qui nous attend après. Donc voilà. En tout cas, dans votre discours, ça s'entend. On sent que vous êtes mieux par rapport à tout ce que vous avez vécu. C'est vrai que voilà, c'est pas forcément. Ça n'a pas dû être facile, mais c'est vrai qu'on sent que oui, vous avez expérimenté pas mal de choses positives par la suite pour essayer de vous en sortir. Donc maintenant, alors est-ce que je peux vous demander ce que c'est? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait du bien en fait maintenant? Alors même moi, je ne sais pas. Si, en fait, c'est que on expérimente toujours. Encore une fois, j'ai le discours de c'est facile de dire il faut se recentrer, travailler sur soi-même, évoluer, etc. Ça, c'est des discours faciles. Normalement, on dit que c'est le travail de toute une vie, donc on n'a pas fini de travailler, hein, c'est comme ça. Euh, je suis toujours dans la phase de doute de me dire qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer. Mais ça, c'est ma personnalité. Encore une fois, j'ai fait le travail sur moi-même en me disant comment je suis, enfin voilà, en essayant de me reconnaître, de me connaître. Je sais que je vais être une personne qui va toujours hésiter, qui va toujours me mettre des excuses pour ne pas concrétiser les choses. Dans ma tête, je vais établir un plan, je vais anticiper le maximum de choses, etc. Enfin, vraiment, je vais travailler le sujet. Et arrive le moment où est-ce qu'il faut actionner le petit bouton action, comme on dit. Et là, non. J'ai toutes les excuses du monde de mon mental, ou moins de mon anxiété maintenant. C'est plus du tout le cas. Mais c'est mon mental, encore une fois, qui a peur que je me replante, en fait, Oui. tout simplement. Bah oui. Et là, c'est compliqué. Là, pour moi, c'est compliqué. Mais c'est le travail que je fais en ce moment. Donc ça, on parle de ça, du coup, ma dépression est arrivée il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Donc j'en suis encore là, mais bon, je suis quand même très très satisfait de tout le travail que j'ai fait. Euh, euh, mais qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui? Je peux quand même un peu répondre à ça. Euh, Mon métier, pareil, je n'ai pas exercé ce métier par hasard. Donc on va parler de la vie professionnelle. La vie professionnelle, je veux quand même garder une empreinte technique des travaux, etc. Donc c'est toujours mon métier. Ça, je l'ai su que très récemment. Mais l'aspect technique, l'aspect gestion d'entreprise, l'aspect gestion de projet, l'aspect clientèle, tout ça, ça me plaît vraiment. Je sais que ça me fait vibrer parce que c'est comme ça. Ma personnalité, elle est comme ça. Voilà. Et du coup, j'ai envie de mettre une notion très importante maintenant, c'est la notion du bien-être. Mon humble échelle, si je peux contribuer à faire ce métier et en mettant une petite empreinte de bien-être, voire peut-être un peu spirituelle, parce que la spiritualité, j'en ai pas parlé, mais ça m'a aidé aussi. La spiritualité étant en soi du développement personnel aussi. Hein. Tout à fait. Enfin voilà, si je peux mettre cette petite empreinte dans mon métier de tous les jours et l'apporter aux gens qui sont demandeurs, évidemment, parce qu'on ne l'impose pas ça, eh bien là, je serai très satisfait.
Euh, j'ai appris aussi, ce qui me faisait vibrer, c'est qu'en fait, donc mes études, comme je disais, je suis designer graphique de base, donc j'ai besoin de créer. Mhm. Créer. Ça passe par le milieu artistique aussi, donc je peins, voilà, je fabrique des choses et tout, enfin, je suis assez autodidacte là-dessus. Et pareil, la création, une fois j'avais lu un livre, il y a bien marqué que, il y avait marqué, et ça a résonné en moi, que la création, créer, c'est l'expression de soi. Et l'expression de soi, c'est l'antigone de la dépression. La dépression, c'est de ne pas s'exprimer. Mhm. Et donc en fait, ça a fait sens de me dire, bah, il faut créer pour ne pas alimenter cette dépression qui est au Oui, fond de nous, voilà, qui s'est éteinte ou pas. Mais si on se sent créateur, il faut le faire. Et on s'exprime. Si des gens ont envie d'écrire des bouquins, qu'ils ont envie d'écrire leur histoire, qu'ils ont envie de peindre leur histoire, qu'ils ont envie de mimer leur histoire, danser, chanter, ça, il faut le faire. mhm. Parce qu'on s'exprime. Le fait d'extérioriser ce qui nous arrive, en Oui. fait, ça enlève ce poids qu'on a au fond de nous. Mhm. Et du coup, ça me fait vibrer aussi. Dans mon métier, encore une fois, parce que je sais que pour moi, mon épanouissement, du gros travail à moi, c'est de m'épanouir professionnellement. Et donc, ça, c'est mon travail de tous les jours sur moi-même. Le fait de créer, même artistiquement, de pouvoir le mettre dans mon métier, je sais que j'y prends énormément de plaisir et que ça me fait vibrer. Donc voilà, ça fait partie des choses. D'accord, mais du coup, quand vous dites oui, sur le plan personnel, si je peux apporter ma petite touche en plus, c'est-à-dire, Oui, dire par rapport à... tout à l'heure vous avez dit, bah oui, en fait, voilà, moi, le côté professionnel, c'est important pour Oui. moi, mais c'est important aussi d'apporter ma touche personnelle à ce travail. Donc c'est dans le sens, au niveau de l'esthétique, c'est au niveau de quoi? Oui, c'est ça, ouais, Oui, ok, la création. Ouais, ouais, tout d'accord. à fait. Aussi, donc, Oui, ouais. ok. Ce que je disais, l'expression de soi-même, en Mm, fait, mm, par la création artistique. mm, mm. Et on est toujours très satisfait, dans tous les métiers, je pense, du monde. On est toujours très satisfait de mettre du cœur à l'ouvrage dans ce qu'on fait, dans notre société, parce qu'un travail, c'est quoi? C'est contribuer à la société, Mm, mm. de par un métier, un savoir-faire, voilà, des connaissances. Et je pense que si on le fait bien, selon nous, et qu'on y met notre petite touche personnelle à ça, eh ben, on le fait avec le cœur. Et faire des choses avec le cœur, je pense qu'il n'y a rien de mieux, vraiment. Mm, Je le sens comme ça en tout cas. Parler avec le cœur, c'est très bien. Penser avec le cœur, s'exprimer avec le cœur. On libère vraiment ce qu'il y a au plus profond de nous, c'est ça. mm, mm. Et donc les émotions se libèrent, notre esprit se libère. Et ça, je trouve ça génial. Ouais. Et c'est vraiment ce que je vais chercher, moi, personnellement. Voilà. D'autres personnes vont chercher autre chose, Mm, mm. l'épanouissement, parce que dans une famille ou dans le bonheur d'avoir des enfants, des choses comme ça. Je dis pas que je suis pas comme ça, mais pour moi, pour l'instant, c'est pas mon travail. Moi, Oui. voilà, pour l'instant, c'est pas mon travail. Je suis très bien entouré et tout. Je suis très ok avec ça. Mm. Me recentrer sur moi, là, c'est pour mon travail. Donc voilà, donner ma petite empreinte personnelle, je sais que ça va m'épanouir. D'accord. Voilà, Ok. Non, bah, merci pour ces précisions. très bien. Alors, je vais juste, alors donc, pour, euh, pour terminer, pour conclure tout cet échange riche, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux personnes qui sont justement en difficulté et qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'autre pour conclure cet échange? Euh, du coup, que rien n'est acquis. Jamais rien n'est acquis, ça c'est sûr. Qu'il faut discuter, il faut parler. C'est bête à dire, c'est le conseil un peu bateau que tout le monde donne. Mais pourtant, encore une fois, on peut très bien l'expliquer. Il faut discuter, il faut en parler autour de soi, euh, à notre entourage forcément. Mais en fait, l'utilité première, c'est de ne pas parler pour parler. L'utilité première, c'est que c'est un échange qu'on va avoir avec la personne en face. On va tomber sur des personnes qui vont être réceptives à notre mal-être, qui vont essayer de vouloir comprendre, qui vont avoir de l'empathie, enfin voilà, qui vont s'intéresser à ce qui se passe pour nous. Et en fait, des fois, juste le fait d'écouter, parce qu'on peut s'exprimer librement, sans jugement ou sans avoir peur du regard de l'autre, déjà d'une, ça peut aider.
De deux, si on a un libre échange de paroles, la personne en face veut dire des choses, en fait, elle va nous donner des phrases ou des mots qui peuvent résonner en nous. Juste un simple mot, des fois, peut avoir un petit élément déclencheur, tout à l'heure je le disais, pour relativiser sur une situation. Des fois, ça peut aider, c'est tout bête. Mais ça permet d'affronter des situations. Euh, la clé de notre guérison, entre guillemets, ou de notre développement personnel, on l'a au fond de nous, ça c'est sûr. Mais on ne peut pas inventer une méthode. On peut, comme on peut apprendre un métier, on veut vouloir apprendre un métier, mais on ne va pas l'inventer. On va parler à une personne qui est compétente, et elle va nous transmettre quelque chose, un savoir, une connaissance, un savoir-faire, et on va l'absorber. Voilà. Et bien là c'est pareil. Si on n'arrive pas à trouver les clés par soi-même, il faut ne pas, l'expression ne pas se faire aider, mais il faut en parler à des praticiens, des professionnels, qui eux ont forcément des méthodes qui vont, pareil, résonner en nous, qui vont nous aider. Encore une fois, rien n'est acquis, c'est pas parce qu'on va aller voir un psychologue que ça va fonctionner. Il faut expérimenter ça. Déjà d'une, humainement, on peut voir deux psychologues, une personne va plus nous parler que l'autre. Donc déjà, voilà, on va peut-être plus se confier, la compatibilité de personnalité, voilà, peut se faire aussi. Et il existe encore plein d'autres méthodes alternatives qu'un psychologue. Psychopraticiens, les kinésiologues, les sophrologues, etc. Tous ont leur méthode unique et ça peut nous aider, encore une fois, de manière unique, parce que l'aide vient de manière unique. Une personne en dépression ou qui a une dépression qui parle à une autre personne qui est en dépression ou qui a une dépression, eh bien, des fois, pareil, la connexion ne va pas se faire, parce qu'on n'a pas tous la même expérience, le même fait qui a fait qu'on en arrive là, et on n'a pas tous les mêmes solutions non plus qui vont marcher pour nous. Donc encore une fois, il faut accepter ça, il faut en discuter, il faut prendre le temps d'écouter, de parler. Il ne faut pas avoir honte aussi, je pense que ça aussi ça doit beaucoup tous nous toucher, la honte. Parce qu'on a notre fierté humaine, que ce soit masculine, féminine, peu importe. Tout à fait. Que ce soit notre conjoint, que ce soit notre employeur, que ce soit nos collègues, que ce soit nos amis, notre famille. Il n'y a pas de honte en fait. Ce sont des personnes qui nous considèrent, qui nous aiment, etc. On peut être librement comme ça. On sait qu'on passe une mauvaise période parce que, encore une fois, c'est qu'une mauvaise période de notre vie. C'est pas une fatalité d'être en dépression, c'est pas une fatalité d'être anxieux, c'est une mauvaise passe. Et cette mauvaise passe, elle se règle si, déjà d'une, il faut qu'on veuille vouloir s'en sortir, il faut qu'on veuille affronter ça, et c'est que du mieux qui nous attend après. Et on va se sentir bien meilleur et bien mieux, encore une fois, la meilleure version de nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour les autres. Ça, c'est le plus important. Il faut le faire avec le cœur. Voilà. Et il faut le faire avec notre temps, notre envie, nos armes, nos moyens. Enfin, voilà, il faut en discuter, il faut expérimenter. Très bien. Merci beaucoup, Anthony. Merci beaucoup. Pour cette belle conclusion. Et puis merci surtout d'avoir participé à ce futur podcast, parce que je pense que ça va aider beaucoup de gens. C'est avec plaisir, et j'aurais bien aimé avoir une personne, ou écouter, à l'époque je ne l'ai pas fait, mais peut-être écouter des personnes qui ont traversé ça m'a peut-être aidé à relativiser aussi. Donc c'est avec plaisir de partager. Merci beaucoup. Merci.